6 mois, je reviendrai vers vous par le biais d'une conférence de presse, et donc forcément, par ce biais-là, vers les électrices et les électeurs. Puis, vous êtes des fidèles de la conférence, des fidèles qui accompagnaient l'action que l'on mène. Et je vous remercie d'être cet après-midi ici. J'ai les excuses de Christian, qui va peut-être réussir à venir, mais il avait en ce début d'après-midi un rendez-vous particulièrement important. J'étais avec lui à l'inauguration de la station d'épuration il y a une heure, et ainsi que le maire d'Hénin qui m'a indiqué qu'il passerait sans doute. Alors, nous voilà un an, il y a une année de bilan de mandature. J'indiquerai un peu quel a été d'abord l'esprit au niveau de la politique gouvernementale, et puis ensuite ici au niveau de la circonscription. Au niveau de l'action du Parlement et de la majorité socialiste verte et radicaux de gauche pour soutenir l'action du gouvernement et soutenir l'action de ce gouvernement qui met en œuvre les engagements de François Hollande. On sait, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà dit, mais quand même, parfois, cela s'oublie un peu vite, que la situation dont on a pris totalement conscience au lendemain de l'élection est une situation qui est marquée par 3 points forts, les 600 milliards d'endettement supplémentaires, ça on le sait, le déficit important de la balance commerciale, 70 milliards, et aussi, et cela a été mis, on l'avait sans doute sous-estimé, cela a été bien montré par le rapport gallois, ça veut dire une industrie qui est particulièrement en situation difficile, puisque c'est près de 700 000 emplois qui ont été perdus dans les 15 dernières années sur le plan industriel, et c'est aussi une valeur ajoutée qui est aujourd'hui de 11%. L'industrie représente 11% de tout ce que l'on produit en France, et j'ai ici des amis qui sont dans le secteur de l'automobile, et ils savent ô combien la situation est délicate, pour utiliser ce mot-là. Donc, l'industrie, aujourd'hui, qui a été profondément en régression, en déstructuration, je dois dire que, et on a tous été un peu de cela, où on justement se posait les questions. Il y a 15 ans, le débat était les services valent l'industrie. 1 euro gagné par les services est égal à 1 euro gagné par l'industrie. On se disait, au moment où les frontières s'élargissent, où un certain nombre de pays en développement commencent à produire de l'industrie, alors pourquoi pas nous spécialiser dans les services. Aujourd'hui, le débat est totalement arbitré. On voit bien que si l'on n'a plus de produits, globalement, on ne peut même plus mener non plus de politique de service. Et que c'est vraiment le cœur. Et donc, un des éléments qui s'est ajouté à la politique du président de la République et qui ne figurait pas dans l'ordre des 60 engagements, c'est vraiment la nécessité de reconquérir l'industrie. Cela a pris forme notamment dans le rapport gallois, et ce qui a été voté, c'est le crédit emploi productivité, dont on sait qu'il permet d'avoir une réduction d'impôts sur la masse salariale, c'est-à-dire chaque fois que l'entreprise est au rendez-vous de son recrutement, elle recrute forcément, elle peut retrouver une partie du coût salarial par le biais d'une réduction d'impôts. C'est une loi qui est une loi incitative pour qu'il y ait du recrutement, pour qu'il y ait de l'emploi. Pas d'emploi, pas d'allègement d'impôts. Donc il y a un sens vraiment très fort de cette loi. Il y a donc cela qui est en œuvre. En parallèle, il y a eu les lois fortes, les lois sur le logement, la loi sur le foncier,
qui a été développée. Il y a, et je l'avais traité la dernière fois, la loi bancaire. Cette loi bancaire qui n'est pas terminée, puisque elle a été ensuite discutée au Sénat. Aujourd'hui, elle est dans le cadre de la commission mixte paritaire et fera l'objet d'un vote dans les très prochainement, fin juin, début juillet, pour qu'elle soit définitive. Alors, cela montre le temps qu'il faut, sur le fond, pour réaliser une loi. C'est une demande du président de la République, un Premier ministre qui va ensuite faire la proposition de loi. Cette proposition de loi, ce projet de loi, et ce projet de loi, il est bien sûr discuté à l'Assemblée nationale. Pour le discuter, il faut qu'il y ait des rapporteurs. Les rapporteurs vont travailler, vont faire des auditions, et cela va durer plusieurs semaines. Et puis, cela sera voté. Le Sénat recommencera et fera aussi des rapports, et cela prendra plusieurs mois. Et donc, quand la population nous dit on ne voit rien, sur le fond, ça ne change pas vite, il faut voir que la plupart des lois que nous avons commencé à mettre en chantier l'année dernière et qui ont été travaillées au cours de l'année, aujourd'hui, ne sont pas encore sorties. La loi sur le foncier, me semble-t-il, qui est pour au niveau de l'habitat, qui devait notamment doit permettre aux collectivités, aux organismes de logement d'acquérir des terrains qui appartiennent à l'État ou aux organismes parapublics à des conditions particulièrement intéressantes pour construire plus rapidement des logements. Cette loi, me semble-t-il, est sur le point d'être promulguée, alors qu'elle n'a pas, alors qu'elle a été, on le sait, discutée au Conseil constitutionnel, qui a fallu passer par le Conseil constitutionnel, et qui avait eu notamment une nécessité de la repasser à l'Assemblée. Donc, la loi, ça met beaucoup de temps. Et pour que la loi ait ses effets dans notre vie sociale, forcément, cela prend aussi du temps. C'est-à-dire que l'action du président de la République, et bien sûr, on est dans un monde où tout s'accélère. Nous, à travers ces téléphones numériques, on a très très rapidement l'information. Et ce n'est pas parce qu'on a l'information que la décision est capable d'être mise en œuvre. Et donc, entre l'annonce qui est faite, les journalistes font leur métier, ils annoncent, voilà, l'intention c'est une loi sur le foncier, l'intention c'est une loi sur l'industrie, l'intention c'est une loi sur la consommation, et j'y reviendrai après. Mais là, pour que, entre l'intention et la réalité, je pense qu'il faut bien 2 ans et demi, 3 ans pour que vraiment, bien, le chemin développé par la proposition de loi, ou le projet de loi, trouve sa réalité. Donc ce qui explique qu'on entend bien les élections qui ont eu lieu dans le Lot-et-Garonne l'expriment, qu'il peut y avoir aujourd'hui de la déception, mais cette déception, elle est à prendre en compte, certes, mais à celles et ceux qui sont déçus, il faut leur dire, le travail est fait, les propositions sont aujourd'hui soit travaillées, soit traduites en loi, mais ne sont pas encore appliquées. Et c'est cela qu'il faut exprimer, car le changement prendra forme, effectivement, chaque fois que ces lois seront concrètement mises en œuvre dans notre vie sociale. C'est ce que je voulais vous dire en préambule. Alors, pour ma part, dire combien je me suis investi, et vous le savez, sur l'économie solidaire. La loi sur l'économie solidaire est d'ailleurs en préparation et sera peut-être traitée au cours du mois de juillet, sinon elle le sera en septembre-octobre. Je me suis investi, vous le savez, sur la loi bancaire, j'en disais quelques mots, elle sera bientôt donc traduite véritablement dans la loi. Je me suis investi sur le logement, donc il y aura une nouvelle loi sur le logement, une seconde loi du flot qui devrait être votée normalement dans la dernière semaine du mois de juillet, donc en première lecture. Celle-là définira notamment les modalités permettant
de construire davantage, d'offrir aux offices HLM la possibilité de construire davantage. Pour ma part, j'essaierai de voir comment on peut promouvoir un peu plus, faciliter un peu plus l'accession sociale. Enfin, je crois notamment dans notre territoire, il faut que l'accession sociale se réalise plus fortement. Que le taux zéro soit un taux qui soit vraiment offert à une gamme étendue de citoyens. Et donc, je pense qu'on regardera un peu comment on peut faire davantage. L'accession sociale aussi pour les personnes handicapées. J'ai été interrogé récemment par des associations de handicapés qui nous disaient combien les personnes ayant un handicap connaissent de la difficulté pour accéder à l'emprunt, pour pouvoir justement devenir propriétaire de logement. Donc je m'efforcerai d'être vigilant sur ce sujet-là. Vous savez que pour le logement, sur le dispositif du FLO, notamment le dispositif incitant les promoteurs privés à construire, notre territoire n'était pas retenu. Et donc, nous avons agi pour qu'il soit retenu en zone B1. Et cela vient d'être réalisé. Donc, les dispositifs de financement pour les promoteurs privés sont ainsi garantis, car notre territoire se doit d'avoir, on le sait tous, de la mixité sociale. Et si le locatif se réalise plus facilement, plus amplement, il faut aussi que les investisseurs privés continuent à venir pour des opérations qui ne soient pas nécessairement locatives, en accession sociale, j'en parlais, ou tout simplement pour le marché privé. Car s'il n'y avait dans notre territoire que du locatif, et on en a besoin, et il faut le renforcer, ce seul locatif serait sans doute, serait assurément un handicap à la filière du parcours résidentiel. Le deuxième point sur lequel je m'investis aujourd'hui, va être discuté la semaine prochaine, dans la semaine du 26, 27, 28, 29 juin, c'est la loi sur la consommation. Et vous savez que dans cette loi sur la consommation qui est portée par Benoît Hamon, un dispositif particulièrement important est mis en place, c'est l'action de classe. À l'identique de ce qui existe aux États-Unis, aujourd'hui, lorsque les plaignants, par rapport à un dol de consommation, montent une action, ils obtiennent une indemnisation, même a posteriori. Un certain nombre de consommateurs se trouvant dans la même situation et floués dans la même situation pourront obtenir la même indemnisation que ce qu'auront obtenu les plaignants. On voit donc que là, on va créer une situation où sur le plan de la consommation, il y aura une nécessité de faire attention parce que les consommateurs vont acquérir un poids beaucoup plus important. On ne pourra pas leur vendre, on ne pourra pas leur proposer soit des services, soit des biens, soit des crédits sur n'importe quelle condition. À propos du crédit, il y aura le fichier national, notamment sur l'ensemble des crédits qui sont des crédits de consommation qui sont octroyés aux particuliers. Et ce fichier national permettra, nous l'espérons, d'être un système d'information pour tous, bien sûr dans le respect des règles de la CNIL, pour éviter les processus de surendettement. Pour ma part, je reviendrai avec un amendement que j'avais déjà proposé dans la séparation des activités bancaires, c'est de faire que sur l'assurance emprunt ou prêt aux ménages quand ils empruntent, et particulièrement quand ils empruntent pour acheter des logements, il y ait une possibilité à tout moment, chaque année, de renégocier son assurance, donc de mettre les assurances en concurrence pour que le taux qui est pratiqué au niveau du taux d'assurance sur les emprunts soit un taux qui devienne beaucoup plus performant. On sait que là, il y a souvent un certain nombre d'abus et cela vient renchérir fortement le crédit et notamment donc le taux d'intérêt global.
Voilà les activités qui sont menées, les activités que je m'efforce de mener, correspondent aux engagements que j'avais pris. Et bien sûr, le bilan, en effet, je crois qu'on va distribuer une petite plaquette qui indique tout le bilan. Les questions écrites me sont faites très régulièrement en fonction des interpellations que nous avons. Je dois dire que le Parlement aujourd'hui, et ce sera ma conclusion, ce qui m'encourage à travailler un peu plus, c'est qu'aujourd'hui on a un Parlement qui véritablement est en ordre de marche et qu'on a une capacité à produire beaucoup de lois, de société, qui sont des lois de société et qui correspondent véritablement aux attentes de la population. Dans ce cadre-là, parce qu'il y avait une attente d'une certaine catégorie de la population, il y a eu le mariage pour tous. C'est dans ce cadre-là qu'il y a bien sûr la loi sur la consommation. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, cette semaine, a commencé à s'approfondir et à se discuter, a commencé à présenter le texte sur la transparence au niveau de la vie politique. Donc il y a non seulement l'action pour faire que l'activité économique, l'emploi soit de nouveau en rendez-vous, mais les actions sociétales, le consommateur mieux le garantir, mieux accéder au logement et faire en sorte que la vie publique soit mieux connue, en tout cas mieux respectée, et que le rôle des élus fasse qu'on sache que les élus sont véritablement au service de la population. Voilà ce que je voulais dire dans ce compte-rendu. Dire que voilà, une année où j'ai découvert le Parlement, bien sûr, dans un moment qui était un moment important, puisque c'était l'arrivée de gauche, dans un moment où chacun a appris son rôle, mais où vraiment, aujourd'hui, on a des équipes qui travaillent et qui travaillent beaucoup. C'est ce que je voulais aussi vous dire. Alors, on n'en a peut-être pas toujours l'impression, mais ceux qui suivent, mes collaborateurs, qui suivent au plus près ce qui est réalisé semaine après semaine, peuvent le dire, vraiment, la production législative est très très importante et conséquente. Voilà, une petite question. Oui, quand même. Lorsque vous voyez les différentes législatives partielles aujourd'hui, vous remerciez les dieux qu'il n'y ait pas eu une nouvelle élection sur cette circonscription? Bon, il n'est pas question d'une nouvelle élection sur cette circonscription. Si le Conseil a décidé ainsi, voilà. Ça l'a été pour certains de vos collègues. Je l'ai souvent dit, si la terre était carrée, effectivement, ce sera différent. Ce n'est pas différent. On sent que le vent est contraire en ce moment. Il y a un gros désamour populaire. Il y a assurément la population qui s'interroge. Une partie des électrices et des électeurs peuvent douter, peuvent perdre confiance et peut-être même changer de manière de voter. Mais je l'ai dit, vraiment, il y a une différence très très importante entre ce que nous ressentons lorsque nous sommes je dirais, à l'extérieur du Parlement et ce qui se réalise réellement. Quand on est à l'extérieur du Parlement, la vie quotidienne, c'est celle effectivement des soucis, la vie quotidienne, c'est celle de l'emploi, la vie quotidienne, c'est celle du pouvoir d'achat, la vie quotidienne, c'est celle des enfants sur lesquels on s'interroge sur leur avenir. Et puis, les solutions, on pense que les solutions n'arrivent pas. Mais au Parlement, il y a un travail conséquent pour créer les conditions pour qu'il y ait un réel changement. Sur l'école, des dispositions sont prises, des 60 000 postes se créent progressivement. L'encadrement dans les écoles est un encadrement plus important. Les emplois d'avenir ont été créés. Alors, c'est d'ailleurs intéressant de réfléchir sur les emplois d'avenir, parce que cela prouve ô combien la société dans son ensemble est une société qui hésite sur le risque pour l'avenir. Quand vous proposez à des structures publiques, parapubliques, associatives, quand vous ou même
les grands groupes que sont très peu qualifiés, en disant pendant 3 ans, nous, État, on apporte 75% de la rémunération. Et même dans la région de Pas-de-Calais, quand on apporte 25% de plus, eh bien, c'est une mesure qui ne décolle pas. Et donc, ici, dans ce territoire, on commence à la faire bouger. La ville d'Hénin, si vient de partir, voilà, je peux parler donc du maire d'Hénin. La ville d'Hénin a fait, à mon montre l'exemple, elle a, je pense, employé 20 personnes. 15 personnes. Tu allais dire du bien, donc il est parti. Oui, absolument. Pour la ville de Carvin, Impulsion, c'est 45 personnes. Mais nous sommes, dans ce bassin minier, nous avons des taux relativement faibles d'emploi d'avenir, de recrutement des emplois d'avenir. Et en France, on n'est pas dans le rythme que nous pensions avoir. Dans le budget, il y a déjà la possibilité d'avoir 150 000 postes. 150 000, dont 100 000 au cours de l'année 2013. Et on en est loin de là. On est à peine à 35%. Donc ça montre sur le fond que même quand toutes les conditions sont là, eh bien, ceux qui ont en charge des activités ne s'engagent pas, ont peur de s'engager. Il y a une peur, effectivement, de l'avenir. Et face à cela, c'est difficile pour le pouvoir politique eh bien, de donner l'éclairage pour qu'on s'engage vraiment. Les emplois d'avenir, c'est une possibilité de s'engager. Et globalement, la société ne s'engage pas. Donc ça, c'est à réfléchir. Et oui, il faut qu'il y ait des signes favorables quant à une évolution meilleure de l'activité économique. Je pense que cela va se produire, car ce dont on ne parle pas, par exemple, c'est le crédit d'impôt emploi compétitivité. Eh bien, les indicateurs nous disent que celui-là commence à être fortement utilisé. Et on sait que les banques, aujourd'hui, sont très sollicitées pour financer des crédits de trésorerie sur ce crédit emploi compétitivité. On sait aussi, on ne dit pas, que la banque, la BPI, qui vient d'être créée, qui mobilise 50 milliards, aujourd'hui intervient dans de nombreux dossiers, régionalement, avec les EO et avec la Caisse des dépôts. La crise des liquidités bancaires est terminée, est derrière nous. L'union bancaire est en train de se constituer. Et si les dernières annonces, par exemple, c'était 5000 foyers fiscaux qui avaient placé leur argent dans des paradis fiscaux ou qui avaient défiscalisé leur épargne à l'extérieur, sont en train de dire nous allons revenir ou nous revenons et s'adressent à l'administration fiscale pour faire rentrer leurs capitaux, cela montre que l'union bancaire, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences. Et quand à côté de l'union bancaire, on pense aussi la constitution d'un gouvernement économique de l'Europe, on voit bien que, contrairement à tout ce qui a pu être dit, l'action du président de la République commence à porter ses fruits. Il y a 1 an, quand il est allé rencontrer Mme Merkel, et qu'il avait dit moi j'ai négocié une partie du pacte de croissance, tout le monde avait dit globalement rien n'a été négocié. Si, il y avait au moins la négociation de l'union bancaire et de ce gouvernement économique. Mais là, c'est comme la loi, ça ne se met pas en marche en 48 heures. Donc, vraiment, les fondamentaux, on a face à un gouvernement ou avec un gouvernement qui est en train de remettre en place les fondamentaux. Et dans ces fondamentaux, quand il dit « je diminue progressivement la dette, le déficit budgétaire, je veux diminuer le déficit de la protection sociale », eh bien, il fait le travail pour maintenir cette protection sociale et pour donner au budget de la France toutes ces possibilités et lui donner une crédibilité, justement, dans ses relations avec l'Europe. Vraiment, les fondamentaux sont en train de se construire. Oui, sauf que la personne qui a le bulletin de vote, ce message-là, il n'est pas audible pour elle. Tout à fait. Ce qu'elle voit, c'est qu'il y a en ce moment, il y a des emplois qui partent chaque jour sans que le gouvernement puisse lever le petit doigt là-dessus. Paradoxalement, dans les statistiques, on n'a jamais eu autant d'offres d'emploi non satisfaites. C'est-à-dire que, il faut dire ça. Regardez dans les statistiques, il n'y a jamais eu d'offres d'emploi non satisfaites.
qu'aujourd'hui, autant. Peut-être jamais autant de plans sociaux aussi, paradoxalement. Mais il y a également, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce besoin de moralité, un besoin nouveau. Aujourd'hui, les gens, on a l'impression qu'il y a une espèce de désespérance face à une certaine dérive d'un certain nombre de politiques, qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être le crédit, tout crédit, qui est en train d'être perdu par les hommes politiques, soit de gauche ou de droite. Et on voit qu'à chaque élection aujourd'hui, le Front National réalise un carton. Et ça, avant c'était un épiphénomène, ça ne l'est plus aujourd'hui. On est bien placé ici pour le savoir, mais le problème n'est plus uniquement un problème de Saint-Denis. Il va bien falloir prendre des mesures pour essayer d'enrayer ça. Les mesures sont prises, c'est le fait de reconstruire l'économie, de reconstruire à travers des propositions de loi qui vont socialement... Je crois que les gens ont besoin d'actes forts, autre chose que cet engagement-là, mais ça ne passe pas. Ça passe pas, bien sûr que ça passe pas, aujourd'hui. Mais quand... on va dans le dimanche. Si je vous dis, on crée toutes les conditions pour que véritablement le paysage se transforme. Quand on est dans les fondations, effectivement, on peut ne pas croire en la qualité de la maison. Mais sachez que quand la maison sort justement de ses fondations, alors on commence à y croire. On va y croire. Vous allez voir que dans les 8 mois, 10 mois, alors est-ce que ce sera avant les élections municipales? Je ne peux pas vous le dire. Mais à un moment donné, les fondamentaux qui sont en train de se mettre en place, forcément, auront une action et il y aura une évolution favorable. Pas peur d'être plus dans le syndrome métropole. Comment? Non, je ne suis pas dans le syndrome métropole. Écoutez, ça veut dire que si on ne croit pas en cela, ça veut dire que tout le temps de travail, moi je vous invite à venir une semaine par mois, vous allez voir la qualité du travail, la quantité de travail qui est faite. Donc si cette quantité de travail eh bien, ne produit pas d'effet, alors ça veut dire qu'on peut s'interroger effectivement sur ce que peut porter l'action politique. Moi je crois à l'action politique, donc forcément ce travail-là finira par payer. Ce travail-là, parce que ça travaille, et ça bosse bien. Ah ouais. Il n'y a pas de dilettantisme. Quand vous êtes au Parlement, ça travaille de 8h du matin jusqu'à 2h le lendemain matin. Bon, c'est pas hasard ça. Et donc ça bosse. Donc moi, fondamentalement, je crois au travail. Je pense qu'à un moment donné, le curseur va bouger. Alors, mais il y a effectivement un problème, c'est la manière dont ce travail-là est réalisé. C'est le problème du temps. C'est le problème du temps et du bruit. Le temps est compté, un mandat est vite passé. Oui, du temps et du bruit. Je pense qu'il est davantage... il y a des difficultés à s'exprimer à travers le bruit, qui est le bruit de la société et de ses médias. Vous ne pouvez pas les répliquer. Comment? Il n'existera toujours. Ah oui, non, mais ça sera même de plus en plus à mais je suis pas en train de critiquer, je suis en train de dire qu'il y a du bruit et donc il faut réussir à exprimer, faire passer le message à travers le bruit. Moi, quand je vois... Le slogan, c'était le changement, c'est maintenant. Oui. Là, vous expliquez que c'est demain. Oui, absolument. Tout à fait. Alors, effectivement, le changement, c'est maintenant. Donnait l'impression que c'était au lendemain de l'élection. Le travail était tellement conséquent qu'effectivement, le changement aura lieu, mais il n'a pas eu lieu au lendemain de l'élection. Bon, il a quand même eu lieu sur un certain nombre de faits. Il a quand même eu lieu sur des éléments, notamment de la retraite à 60 ans, pour ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans et qui, sur le fond, l'avaient perdu. Cela a été remis. Il a été, notamment pour la rentrée scolaire, sur les éléments de pouvoir d'achat pour les familles et les familles les plus en difficulté. Il y a eu un certain nombre d'éléments. Mais ce changement fondamental, c'est-à-dire la question de l'emploi, la question du développement économique, oui, il n'a pas eu lieu immédiatement, mais le travail est fait pour qu'il ait lieu. Vous savez, la séparation des activités bancaires, contrairement à tout ce qu'on dit, la séparation des activités bancaires va faire que demain,
les banques françaises vont nettement moins s'aventurer vers des activités spéculatives et davantage dans le financement de l'économie réelle. La question du financement de l'économie est au cœur de cette législature. Et vraiment, beaucoup de mesures sont prises pour que, de nouveau, l'épargne française n'aille plus à l'étranger, l'épargne française aille davantage vers des investissements de l'économie réelle. C'est la préoccupation du gouvernement, c'est la préoccupation des députés. Et ce que j'ai oublié de dire, mais je suis aussi chargé, et ça va être mon travail dans les semaines à venir, d'un rapport sur l'investissement étranger en France. Je serai rapporteur, j'ai une année pour faire un rapport sur l'investissement étranger en France, comment les entreprises voient la France et comment elles investissent en France, comment elles investissent peut-être aujourd'hui différemment qu'elles ne le faisaient il y a quelques années, et quel dispositif faudra-t-il proposer pour que cet investissement soit plus important, notamment en termes de création d'emplois. Vous avez encore un travail. J'ai un an pour le faire. Votre répartition, Paris, le terrain, comment vous l'avez vécu? Je me suis adapté aux horaires de train, je connais bien les horaires de train, je connais les temps qu'il faut maintenant. Au premier moment, parfois je fais un train, etc. J'avais mal mon billet, tout ça, maintenant ça va. Je sais à quelle heure je dois partir, à quelle heure j'arriverai à l'Assemblée, et quand je repars de l'Assemblée, à quelle heure j'arriverai ici, tout cela. Ça se fait assez bien. Bon, j'arrive dans la circonscription, en contact avec mes amis, et puis aussi en contact avec la ville de Carvin. Oui. Le terrain. C'est ça. Carvin, Hénin, Montigny, Le Forêt, Courcelles, tous. Voilà, mais avec une équipe collective qui est une équipe de grande qualité, où il y a de l'amitié. Des amitiés. Oui, c'est Non, mais c'est un mot si rare aujourd'hui. Bon. Nous, on aime bien travailler en collectif. On aime bien se dire les choses simplement. Puis, voilà, s'écouter, et à partir de là, construire pour le territoire. Là, pour la communauté d'agglomération, on s'efforce de faire que, ouais, il puisse y avoir le développement dans la communauté d'agglomération. Puisque vous êtes Alors, soucieux c'est d'occuper des dossiers difficiles, le dossier migrant par exemple, un dossier difficile pour lequel on s'occupe toujours. Vous êtes soucieux de l'avenir du Parti socialiste sur le territoire, forcément. Donc vous avez dû suivre avec un œil intéressé le procès d'Angeville, pour lequel on a beaucoup parlé du Parti socialiste. Quel regard vous avez jeté là-dessus? C'était, j'ai une formule, c'était Jacques Chirac qui parlait de l'affaire. Il disait, ça va faire pchit. Donc au PS, ça a fait pchit. Gérard Langeville a voulu faire le lien entre il a bien pu, hein. Je sais pas, j'ai pas vu. Je me suis pas intéressé. Ça ne m'a pas intéressé. J'ai pas lu le livre de Gérard Langeville, je n'ai jamais rien écouté de Gérard Langeville. Donc je ne sais pas, j'ai pas lu. Même si vous savez que ça fait c'est pchit, c'est que. Mais c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu que ça faisait pas, j'en ai pas entendu que ça parlait, mais j'ai entendu que ça faisait pchit. Voilà. Ce sera forcément. Rose Mafia n'existe pas. Oui, enfin, lui il existe par contre. Absolument. Et ça aura forcément des incidences sur le scrutin de l'année prochaine, puisqu'il veut en être partie prenante. Ce serait un malheur pour elle. Un grand. Hein. Donc, il y a deux malheurs en réalité. Et donc il y a une sagesse là. C'est Confucius. Voilà. En tout cas, Hénin ne peut pas se permettre un second malheur, quel qu'il soit. La double peine. Ce serait la double craque, ce serait la double. Et Hénin renaît, c'est formidable. Dans un an, on en parlera. Regardez, moi j'entrais tout à l'heure dans la ville d'Hénin, nous étions avec Franck, regarde, il y avait du soleil, et puis la ville
soleil brille à tout le monde. La ville n'est pas triste, hein, elle est plus triste l'été. Et puis il y a des projets, il y a de l'ambition. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est pas étonnant pour les gens qui n'étaient pas habitués à la Malheureusement, je ne peux pas y. Bon. Mais chaque fois que je rencontre des Élinois, je leur pose la question et je trouve qu'aujourd'hui ils disent oui, l'ENA est reparti. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Je trouve. Bien. Voilà. C'est ce qui fait que je suis un député heureux.